Bonjour tout le monde, à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui au One to One. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique bien précise et je vais commencer avec des petits mots qui ne sont pas forcément très jolis. Donc la thématique de notre table ronde, c'est la désirabilité. Comment est-ce qu'on fait pour rester une marque désirable quand on a un contexte économique qui est en pleine contraction, quand il y a effectivement une baisse de pouvoir d'achat, de l'inflation et une certaine finalement injonction à la sobriété. Pourtant, il y a quand même certaines marques qui arrivent à exploser les compteurs. Elles ont une stratégie d'attractivité bien construite, bien solide. C'est pas un miracle, c'est plutôt quelque chose de pérenne et de construit. Pour ce soir, du coup, je suis accompagnée par deux experts. Je suis accompagnée déjà de Jérôme Lafont. Jérôme, c'est le directeur général de Wigo. Merci Jérôme d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup Marine, bonjour à tous. Avec plaisir. Et puis aussi, j'ai Yann Rivoilan, qui est président de la Fédération française du prêt-à-porter. Bienvenue. Bonjour à vous tous. Alors, moi, ce que je vous propose déjà, c'est peut-être de refaire une petite intro. Mon métier, c'est l'expérience client. Ça fait 10 ans que je gravite dans cet écosystème. Ça fait 5 ans que j'ai un média sur cette discipline. Et ce qu'on a observé, c'est qu'aujourd'hui, les marketeurs, les stratégies marketing, elles ont évolué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, on avait des stratégies marketing qui étaient très orientées sur le prix. Donc, on avait des pubs très tournées autour des prix. Finalement, un prix, surtout un prix bas, ça peut très vite se faire copier par ses concurrents. Et la seule limite que ça a, c'est notre EBITDA, nos investisseurs, qui peuvent à un moment faire un petit peu la tronche. Et puis après, on a voulu innover sur le produit, sauf qu'un produit, tout comme un service, ça peut aussi de plus en plus facilement se copier aujourd'hui. Ça reste un élément de différenciation. Mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de marques vont aller se positionner sur l'expérience client. Et donc, elles vont chercher à innover, à se différencier via l'expérience client. Comment est-ce qu'on fait, je trouve, pour aujourd'hui créer une connexion entre la communication de marque qu'on fait, l'expérience client et quelle est la responsabilité qu'on a. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les marques aujourd'hui, quand elles créent des campagnes de communication, elles génèrent des attentes chez les clients. Quand je fais une campagne de com où je dis zéro tracas, zéro blabla, évidemment que je crée des attentes chez mes clients et je trouve qu'aujourd'hui, le marché, il est aussi extrêmement contracté par une distorsion entre les promesses qu'on fait et la réalité terrain. Et donc, c'est pour ça que je voulais aussi vous sensibiliser sur le fait que quand on crée des campagnes, on va avoir des impacts directs sur notre NPS, notre CSAT, et donc ça va impacter notre business de manière générale. Ceci étant dit, on constate donc que ce n'est pas forcément une idée de baisser nos prix. On n'est pas là aujourd'hui pour vous dire, en fait, la solution miracle, c'est de baisser ses prix. Pas du tout. Au contraire, on va plutôt voir comment est-ce qu'on peut construire une stratégie qui puisse mixer différentes approches, j'en parlais tout à l'heure, où on puisse être en croissance et en même temps préserver sa marque, préserver ses marges. Donc, la question finalement, c'est dans un monde qui se brade, comment est-ce qu'on fait pour devenir irremplaçable sans forcément tricher sur les attentes qu'on promet à nos clients et celles qui vont être réalisées. Ce soir, puisqu'on est déjà ce soir, j'aimerais que vous me partagiez quelle est la décision que vous avez prise, qui n'avait pas été facile et que vous avez dû assumer vis-à-vis de vos clients. Une décision vraiment pas facile en tant que marque et qu'il a fallu après promouvoir et argumenter auprès de vos clients ou toi, Yann, dans ton cas, effectivement, les marques, quelles décisions elles ont dû prendre et elles ont dû assumer auprès de leurs clients. Oui, vas-y, si tu veux. Alors déjà, il y a une décision qui n'était pas simple pour SNCF Voyageurs, c'était de créer Wigo. Parce qu'en fait, Wigo a été créé à un moment où il n'y avait même pas de concurrence sur le marché du ferroviaire. Et donc c'était quelque part un peu une gageure de se dire on va lancer nous-mêmes un low cost qui va entre guillemets un peu commencer à concurrencer le TGV classique. Mais finalement, on s'est rendu compte que Wigo, finalement, ça permettait beaucoup plus de faire venir des clients au train qui sinon n'auraient jamais pris le train. C'est tout le modèle. Ça consiste en quoi en fait? Donc c'est un modèle TGV low cost et l'idée c'est de pouvoir proposer un modèle de production qui permet de beaucoup mieux maîtriser les coûts. Et quand on maîtrise beaucoup mieux les coûts, on peut proposer des prix qui sont plus bas que le TGV classique. Alors après, donc on est vraiment sur une proposition qui est celle de l'essentiel de la grande vitesse, avec des options additionnelles. Mais pour revenir à ta question, finalement, si moi j'ai dû renoncer à certaines choses, en fait,
c'est quand par exemple, on a des idées d'options, de services un peu nice to have pour les clients, mais qu'on n'arrive pas à avoir une équation économique suffisante pour pouvoir les proposer. Un exemple très concret sur Ouigo, c'est la restauration à bord. On a testé plein de choses, mais en fait, à chaque fois, on se rend compte que ça nous coûte quand même nettement plus cher que ce que ça nous rapporte. Alors autant TGV Inouï peut considérer ça comme un investissement qui fait partie du service global qui est inclus dans le prix du billet global TGV Inouï, autant Ouigo, c'est des coûts additionnels importants pour nous qu'on ne peut pas se permettre, et moi je préfère préserver la générosité et donc les prix les plus intéressants possibles, plutôt que commencer à avoir une structure de coûts qui est plus importante, parce que j'ai rajouté des services qui sont certes intéressants, mais qui n'étaient pas essentiels dans la proposition de valeur. Donc ça, c'était une décision difficile, c'est à dire finalement, on fait pas, c'est un peu dommage pour les clients, mais on assume notre posture low cost et donc on fait pas de restauration à bord. Et tu as eu des réclamations clients liées à ça ? On a des remontées clients, mais ce sont des remontées sympathiques, c'est-à-dire des gens qui disent « Ah, ça aurait été bien si j'avais pu prendre un petit café, si j'avais eu un petit truc à grignoter, etc. » En même temps, Ouigo existe depuis 13 ans, il est de plus en plus connu. La plupart des clients, alors pas tous, mais la plupart ont prévu quelque chose avant, se sont organisés. C'est toujours un peu embêtant pour un client, du coup, lorsqu'il découvre ça à bord du train. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on assume, puisque c'était vraiment ça la question. C'est à un moment donné, il y a une logique de cohérence avec ce qu'on est, avec ce qu'on propose, et c'est quelque chose qu'on assume aujourd'hui. Encore une fois, parce qu'on n'a pas l'équation économique. Et en termes de structure de coût, on aimerait bien faire, mais dans la mesure où c'est trop cher, on préfère préserver des prix qui sont bas et intéressants pour les clients. Très clair, merci. Yann ? Pour donner un premier exemple, la Stan Smith, par exemple, de Adidas. Hyper hype, hyper à la mode, un peu moins en ce moment, mais il y a à peu près 7-8 ans, en fait, vraiment, ça marchait hyper fort, sur un prix très élevé, autour de 120 €. Eh bien, il y a quelques années, à peine avant, en fait, c'était une chaussure énormément discountée, qu'on pouvait trouver à 20 balles dans n'importe quel discounter, parce qu'il y en avait eu tellement, avec tellement de revendeurs, qu'il y avait des paires partout. Donc, une déflation énormément sur cette paire de chaussures, avec un prix extrêmement faible. Eh bien, qu'a fait Adidas pendant 2 ans, ils ont arrêté de la vendre. Le temps que tous les réseaux épuisent la Stan Smith au fur et à mesure, pour la revendre après ces 2 années de jachère, sur un prix sans discount, et avec des quantités beaucoup plus faibles. En tout cas, des quantités maîtrisées. Et c'est ainsi qu'une paire de pompes plus à la mode, qui ne rapporte plus rien, est devenue, à l'inverse, une vache à lait pour le groupe Adidas. Eh bien, cette logique, elle est alimentée au quotidien, par exemple, par des marques comme Cézanne, qui gardent beaucoup de références, autour de 1000 références, enfin, il y a l'homme et la femme, mais prenons l'homme, par exemple, pour la marque Octobre, il y a 1000 références par an. C'est beaucoup de références, versus leur chiffre d'affaires, qui est certes important, mais 1000 références, ça reste beaucoup, avec des séries qui sont relativement courtes. Et de ce fait, comme les séries sont courtes, il y a une frustration permanente. Et comme l'a très bien expliqué Spinoza il y a maintenant plusieurs siècles, bien, la rareté crée le désir. Et c'est ce désir permanent qui va donner envie systématiquement d'acheter chez Cézanne et chez Octobre, avec une qualité de service à travers le site, les photos, le service client, ainsi de suite, qui donne justement un retour sur investissement très important sur des produits que j'ai eu du mal à avoir de par les séries courtes. Eh bien, c'est ce travail de désirabilité permanente à la Spinoza, avec une gestion du prix qui est équilibrée, qui permet d'avoir des écosystèmes qui sont sains, versus des sociétés comme Shein, qui ne sont attractives qu'à travers des prix, parce que quand on touche le produit, il suffit d'aller au BHV pour le toucher, on voit vraiment que c'est de la merde. Et donc, quand on voit l'expérience et qu'on touche le produit, personne n'a envie de l'acheter, même à un prix ridicule, alors que sur le site Internet, avec les systèmes de rabais illégaux qu'ils avaient pu déclencher des années, et maintenant de coupons qui sont tout aussi illégaux, mais qui ne sont pas encore tombés, eh bien, il y a le FOMO qui est déclenché par la promotion permanente, et évidemment, on ne peut pas lutter par rapport à ces acteurs comme ils créent une concurrence déloyale. Très clair. Et donc, on voit quand même que le prix, ça reste effectivement un élément important. Et pour autant, il y a quand même un faible taux d'achat au BHV sur la marque Shein, puisque finalement, ils le mettent en perspective avec une qualité une fois qu'ils la touchent. En fait, si je reprends le BHV, le BHV est un cas d'école hyper intéressant dans ce qu'il ne faut jamais faire.
Je vais reprendre une stratégie digitale intéressante, qui est par exemple celle de Primark, où Primark ne vend quasiment pas en ligne. C'est plutôt une stratégie pour apporter du trafic en boutique qui est plus créée, parce qu'ils savent très bien que s'ils voulaient vendre en ligne, en soi, ils n'arriveraient pas à gagner d'argent. Un panier qui est trop faible, des coûts qui sont trop importants, et donc pas de rentabilité, versus un magasin qui arrive très bien à s'en sortir, de par justement ces différents coûts qu'ils peuvent mettre en place en fait sur le retail. Eh bien, Shein, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire, en ligne, Shein, évidemment, malheureusement, gagne beaucoup d'argent. Quand tu le fais en boutique, là, l'écosystème ne fonctionne pas. Et seul Frédéric Merlin, le patron du BHV, qui en plus est un escroc, a réussi en fait à croire que ça pouvait marcher parce qu'il avait l'illusion qu'avec 27 millions de consommateurs, il allait créer quelque chose de fort. Mais Shein n'est pas une marque en tant que telle. Shein n'est qu'une illusion qui, parce qu'il y a un matraquage publicitaire, parce qu'il y a des prix en fait derrière qui sont honteux, parce qu'il y a justement du vol de données, arrive à vendre derrière. Mais si on coupe tout ça, en fait, Shein, Temu, etc., à la fin, finalement, s'écroule. Et c'est un autre écosystème sain qu'il faut étudier. L'écosystème de la promotion, il est plus intéressant quand on voit, par exemple, la gestion des soldes qu'on essaye de gérer, avec des marques qui maintenant essayent de mieux gérer les ventes privées au préalable, les soldes, les prix ronds par la suite, avec un système de gestion de marge, de rentabilité qui n'est plus du tout la même que celle qu'on pouvait avoir il y a 10 ans. Et là, pour autant, effectivement, on parle de marques ou de plateformes, peu importe le nuage finalement qu'il y a derrière, qui nativement étaient low cost. Toi, Jérôme, aujourd'hui, tu fais coexister deux marques. Une qui est plus accessible que l'autre. Donc effectivement, aujourd'hui, on a l'offre Ouigo et puis on a l'offre TGV Inouï. Comment est-ce qu'on arrive à faire coexister ces deux marques qui ont effectivement bien des tunnels distincts? Comment ça se passe la coloc? Ça se passe bien. Alors c'est la même famille, mais effectivement, il faut se mettre d'accord sur les couloirs de nage. C'est-à-dire, au début, il faut se dire quelles sont les propositions de valeur et pas commencer à se marcher les uns sur les autres en termes d'expérience client, de pricing, etc. Donc, effectivement, on est Ouigo, déjà, si on regarde en termes de prix, on est positionné nettement plus bas que TGV Inouï. En moyenne, sur une année, toute destination confondue, Ouigo, on va être 30% moins cher que TGV Inouï. Donc la promesse, elle est tenue. D'ailleurs, si je regarde les chiffres de l'année dernière, il y a un billet Ouigo sur deux qui a été vendu à moins de 30 euros. Donc cette promesse-là, elle est toujours tenue aujourd'hui avec un développement très important depuis quelques années, puisque l'année dernière, c'était 28 millions de voyages qui ont été réalisés en Ouigo. Donc ça devient assez considérable. Alors le couloir de nage, comment on fait? Déjà, c'est dans l'expérience client. Côté Ouigo, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il n'y a pas de voiture-bar. Il n'y a pas de première classe. Comme dans beaucoup de low cost, les billets ne sont pas remboursables. Donc ils sont échangeables avec frais, mais ils ne sont pas remboursables. Il n'y a pas de carte de réduction. Il n'y a pas de programme de fidélité. Et donc on a des propositions qui sont suffisamment polarisées pour avoir des marchés qui sont suffisamment différents et adresser des publics qui sont complémentaires. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Les gens qui achètent Ouigo, ils cherchent avant tout le prix, l'essentiel de la grande vitesse, et après avoir le choix avec quelques options additionnelles. Ça peut être le bagage, le choix de la place, etc. Les gens qui prennent Inouï, ils sont avant tout en recherche de confort, de flexibilité, et TGV Inouï va leur proposer ça. Et donc on se retrouve avec des publics très différents. Aujourd'hui, vous prenez un Ouigo, de toute façon, il y a un client sur deux sur n'importe quel Ouigo qui n'aurait pas pris le train s'il n'y avait pas eu Ouigo. Soit c'est des gens qui n'auraient pas voyagé du tout, soit c'est des gens qui auraient pris la voiture, fait du covoiturage, pris le bus, etc. Et donc en fait, Ouigo est beaucoup plus une machine qui permet de faire venir des clients au train et d'accélérer le transfert modal qu'une entreprise qui cherche à phagocyter TGV Inouï. Donc on voit bien qu'en fait on a réussi à avoir un marché très important et très large. La demande de train est très importante en ce moment, post-Covid, pour plein de raisons, mais il y a aussi une accélération de la conscientisation de l'éco-responsabilité, mais qui joue beaucoup, et de la demande de train est ultra forte, et donc il y a un marché gigantesque. Les années qui arrivent vont être les années du rail, très clairement, en France et en Europe. Et c'est important qu'on puisse avoir différents véhicules pour adresser différentes attentes, avec des propositions qui sont simples et qui répondent à des attentes très précises de la part de chacun de ces publics. C'est ce qu'on avait déjà dans la mode, il y a, je peux dire, 15 ans, avec d'un côté la Vallée Village, donc tous les lieux où il y a du discount, où on avait nos Ouigo
c'est-à-dire nos collections spéciales Vallée Village. On est entre nous, mais en fait, c'était pas forcément les mêmes produits à Vallée Village quand même que dans les magasins. Et de ce fait, il y avait des consommateurs qui n'étaient pas les mêmes. Ceux qui allaient acheter du Ralph Lauren à la Vallée Village n'étaient pas seulement, nécessairement, et même pas du tout, ceux qui pouvaient acheter du Ralph Lauren dans le 6e arrondissement. Donc on avait un écart de clientèle, des prix qui étaient différents, et en fin de compte, à la fin, des produits qui étaient différents, derrière une même marque, un même besoin qui est celui de s'habiller, mais on a des clientèles différents, on a segmenté. La complexité maintenant dans la mode, c'est il y a évidemment des plateformes asiatiques qui ont plié le game dans le discount et qui ont fait vriller littéralement la façon de consommer du consommateur. Si je vous donne en fait un parallèle hyper intéressant, c'est qu'on prend une robe Leclerc dans les années 2000. Leclerc fait une publicité sur une robe à 200 francs, donc grosso modo une trentaine d'euros. C'est le premier prix de Leclerc. Donc une robe en 2000, donc il y a 25 ans, c'est 30 euros. Désormais, une robe chez Shein, c'est 6 euros. Donc le consommateur pense qu'une robe, c'est pas 30 euros, en premier prix, c'est 6 euros. Donc on a un effet de déflation complet qui se met en place sur le marché. Et donc de ce fait, même des acteurs comme Leclerc pensent qu'il doit vendre des robes 6 euros. Parce que pour lui, le prix du consommateur, c'est celui-là. Or, on ne peut pas, il y a 25 ans, on la vendre à 30 euros, et la vendre à 6 euros en payant les gens, en payant la qualité. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, il y a cet écosystème qui a été vrillé à cause de ces plateformes. Et comment tu reconscientises en fait les gens? Tu as perdu en 25 ans, on a 25 ans pour revenir. Avant de retrouver en fait des vrais prix, moi, perso, je me donne 20 ans. Je serai vieux, alors je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaye au moins, je vais essayer un peu, peut-être à plus court terme. Mais je reprends un autre écosystème de concurrence hyper intéressant, qui est celui désormais des friperies, de la seconde main. Parce que là aussi, il y a une concurrence supplémentaire. Et il n'y a pas la friperie dans le train, je ne connais pas. Je n'ai pas ce concept de j'ai un train, mais en seconde main. Ça, celui-là, je ne le vois pas. Peut-être alors. Donc ça amène dans le secteur de la mode une hyper concurrence, parce qu'on est concurrencé non seulement par des plateformes d'un côté, on est concurrencé par son propre client. Les marques s'auto-concurrencent entre elles. Donc désormais, quand on est une marque, réussir à se développer sur un écosystème est très complexe. D'où des marques comme Pollen, Longchamp, Cézanne, Veja, par exemple, qui se développent. Sur Cézanne aussi, Balzac, Rouge aussi en partie, ainsi de suite, qui se développent sur des écosystèmes qui sont plus sains, parce que le système du D2C qu'ils ont pu développer leur permet d'avoir une meilleure gestion, désirabilité, prix, promotion. Tu parles aussi beaucoup de l'aspect communautaire et que c'est une clé pour redevenir désirable ou pour devenir désirable. Est-ce que c'est la seule réponse? Enfin, c'est difficile de construire une communauté aujourd'hui pour une marque. C'est quoi les clés de succès selon toi? Alors, c'est difficile et simple à la fois, dans ce sens où les communautés ont de fait des codes vestimentaires. C'est-à-dire, si on vient ici, la façon de s'habiller de chacun d'entre nous dans le digital n'est pas la même que si on allait à un salon, je sais pas moi, du BTP par exemple. On ne serait pas habillé de la même façon. Ou on fait un salon dans la mode, With Next, encore là aussi, les gens ne sont pas habillés comme ici. Donc il y a des besoins communautaires qui sont permanents dans notre façon de s'habiller. Et on s'habille pour aller draguer, on s'habille pour aller travailler. En fait, il y a des codes qui existent. Donc, de ce fait, la mode est de facto communautaire. Il y a, en sus de cela, désormais les communautés digitales qui sont mises en place. Et donc, c'est ce mix qui permet désormais aux marques d'accentuer la versatilité qu'on peut avoir dans nos comportements et dans nos achats. C'est parce que je sais mixer une compréhension de comment je vais pouvoir habiller quelqu'un dans sa propre communauté et comment je vais pouvoir amener cette communauté à avoir une réelle efficacité sur les réseaux sociaux. Et grâce à cela, j'ai un cercle vertueux qui va se mettre en place, de stories, de posts, d'influenceurs, qui va permettre à certains de se dire « Waouh, cool, j'ai le bon vêtement dans la bonne communauté, j'en fais partie et c'est super, je peux assumer le prix qui va derrière parce que, en fin de compte, je suis bien représenté à travers tous les gens qui sont autour de moi. » Et on peut l'avoir avec des marques comme Satisfy, par exemple, dans l'univers du sport, qui est une marque très communautaire parce qu'on se retrouve à travers aussi un exercice qui est celui du sport, évidemment, en fait, qui est traduit par Satisfy. On va l'avoir aussi, évidemment, en fait, avec Lululemon, là aussi encore dans l'univers du sport. Mais on peut le retrouver aussi, par exemple, chez Cézanne, et on le voit à travers les groupes de
de Facebook en fait encore qui fonctionne encore très bien chez Cézanne, où les gens presque se vendent les produits en fait sur le groupe de Cézanne de par la communauté qui s'est mise en place. Et donc de cela, la base de la bonne communauté sur les réseaux sociaux et de comprendre comment je vais créer une marque communautaire dans son style est la clé justement du double succès de chacune de ces marques. Mais la chance que tu as, c'est que c'est sexy ce que tu vends. Il y a plein de business qui sont pas forcément sexy. Tu vois, Jérôme, désolée de dire que ton business n'est pas forcément sexy. Mais en fait, absolument pas d'accord. Est-ce que tu as des communautés comme tu pourrais l'avoir chez Cézanne & Co, quoi? Bien sûr. Alors vas-y, dis-moi. C'est sur Facebook, il y a des groupes Facebook? Oui, complètement. Okay. Sur Facebook, on est très présent sur TikTok. On a beaucoup d'abonnés sur TikTok. Un peu moins sur Instagram, mais en fait, Wigo est une marque qui s'adresse notamment aux familles et aux jeunes, parce qu'en fait, voilà, la logique low cost et des petits prix fait que très naturellement, cette cible-là est très intéressée par voyager avec nous. Et donc, on a construit des stratégies, de toute façon, une marque pour réussir, elle doit être aussi affinitaire et communautaire aujourd'hui, et digitale, et éco-responsable. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, c'est hyper important qu'on ait une empreinte affinitaire aussi, notamment avec cette cible-là, qui est un de nos cœurs de cible et qui, en plus, est l'avenir des voyageurs en train, en général, quelle que soit la marque TGV Inouï ou Wigo. Et donc, c'est de faire venir les gens au train. C'est aussi la vocation de Wigo, de toute façon. Et je te valide dans le fait que la mode est faite pour être sexy. On se semble, c'est un outil de représentation vis-à-vis des autres. Donc, quand on va à un date, évidemment, on veut être sexy. Quand on rentre dans un nouveau travail, quand on rentre, on a un besoin d'attractivité ou d'autorité qui correspond. Donc oui, il y a ce sex appeal en fait qui arrive derrière. Mais si je reprends par contre les arbitrages de consommation, il est beaucoup plus sexy désormais pour le consommateur de dépenser de l'argent pour voyager que pour s'acheter de nouvelles fringues. Et le fait d'acheter par exemple chez Shein est très intéressant parce qu'on achète un produit en polyester. Donc de facto, on va puer dedans. C'est mécanique, hein. Prenez un sac plastique, portez-le toute la journée, à la fin de la journée, ça se passe mal. Et c'est ce qui se passe tous les jours sur les gens qui s'habillent en Chine. Donc, on a, en fin de compte, tu vois, derrière le voyage, au contraire, une représentation dans ces stories, etc., qui marche très bien. Et on voit les arbitrages de consommation. Et je pense qu'il faut mettre beaucoup plus d'argent dans le train, en effet, que dans la mode. Hein. Le train est devant, la mode c'est plus complexe. Hein. Par esprit d'escalier, c'est marrant parce que donc effectivement peut-être que les gens ils veulent mettre plus d'argent dans le voyage que dans la mode. En fait, ce qui s'est passé avec Wigo, c'est qu'il y a des gens qui disaient mais en fait moi je veux pas mettre trop d'argent dans le voyage, je préfère le mettre dans la destination. Voilà, il y avait ça aussi. Donc et c'est aussi pour ça que Wigo cartonne énormément depuis des années parce qu'il y avait cette demande-là aussi de dire dans le cas du voyage. Je préfère indulge myself, entre guillemets, quand je suis arrivé à destination, plutôt que juste mettre beaucoup d'argent dans le voyage en tant que tel. Moi, j'ai un mantra qui est à toute crise égale opportunité. Et donc, finalement, comment sur la base de contraintes est-ce qu'on peut créer des business qui soient viables, pérennes? Toi, Jérôme, tu l'as réussi parce que finalement, c'était effectivement sur la base de contraintes. Et aujourd'hui, ça semble, en tout cas, tu vois, quand tu nous le racontes, être hyper clair, hyper cohérent, hyper complémentaire, pas de cannibalisation entre les portefeuilles clients. Est-ce que c'est la réalité vraie? Il y a une cannibalisation partielle. Enfin, il y a de la dilution par rapport à Inouï, mais il y a beaucoup plus d'induction finalement. Et donc, on amène beaucoup plus de nouveaux clients qui fait que, au final, l'équation Wigo fonctionne. D'un point de vue économique, c'est un système qui est solide, d'un point de vue qui permet de financer son développement. Donc, on est sur quelque chose qui est rentable. Et puis, donc effectivement, ton mantra, c'est donc transformer les contraintes en opportunités. C'est le mien aussi. C'est celui de Wigo en général, parce que Wigo existe depuis 13 ans. Ça a été créé un peu à part par la SNCF Voyageurs, en mode start-up, avec des équipes un peu isolées, des manières de penser différentes et qui ont été mandatées d'une certaine manière pour imaginer. Le brief, c'était vous devez avoir des coûts au moins 30% plus bas que le TGV classique. C'était ça le brief. Donc il y avait une problématique industrielle. Et vous devez avoir des coûts inférieurs à 30% pour pouvoir proposer des prix 30% plus bas. Et donc ça force à être créatif, ça force à être innovant.
Et donc la frugalité est un moteur de créativité et d'innovation. Nous, on le voit côté Wigo, et encore aujourd'hui, même si Wigo a grossi, on reste très frugaux dans notre organisation, on reste frugaux dans nos budgets, dans nos ressources. Mais finalement, c'est très sain. On a quelques pubs, je crois qu'on peut montrer, mais dans nos stratégies publicitaires, effectivement, moi, j'ai pas les moyens de passer sur TF1 tous les 3 mois. Donc on va faire des trucs décalés, on va détourner beaucoup. Donc il y a eu là c'est la campagne dite des culs de bus, où finalement les gens se retrouvaient en train de lire des pubs pour Wigo à l'arrière des camions ou des bus. Et donc effectivement on moquait gentiment le fait qu'on était coincé dans les embouteillages. Et notre combat, on le voit bien, c'est pas tellement l'avion, c'est la voiture, parce que c'est un mode. Voilà, on considère que il y a beaucoup de gens dans leur voiture individuelle, il y a beaucoup de covoiturage, il y a beaucoup de bus, et on a tout intérêt à inviter ces gens à basculer beaucoup plus vers le train, parce qu'il y a un vivier très important qu'on peut capter, qui sinon prendrait la voiture, qui est un mode beaucoup plus polluant. Donc ça c'est un exemple, et puis plus récemment, et on a un autre exemple aussi, on a ouvert la destination Hendaye et plus globalement la Côte Basque en décembre dernier avec Wigo, avec un aller-retour quotidien, et donc voilà, on va. Désolée, ça fait 3 fois que j'appuie. Ça bloque. Bon voilà, sinon. On l'a vu tout à l'heure. Ah ouais. Tu vois, il revient en arrière. Non, il va apparaître. Je suis sûr qu'il va apparaître. Et donc voilà, mais sinon je vais vous le raconter. En fait, on a fait une pub, voilà, c'est ça. En fait, on a fait la pub pour le prix du Paris Hendaye, donc c'est à partir de 19 €, mais on l'a fait directement à Hendaye, sur la plage d'Hendaye. Ça permet de faire une pub assez décalée, qui est complètement en phase avec notre destination, avec notre état d'esprit, qui est frugal, et en même temps, ça viralise énormément. Et ça permet de sortir des sentiers battus, et c'est ce qu'on cherche aussi, avoir une marque qui a de la personnalité, qui s'exprime de manière un peu décalée, innovante, et qui essaie de le projeter aussi dans sa relation client. Donc ça c'est un exemple, et puis peut-être un autre exemple, parce que on parlait de seconde main, et puis dans le ferroviaire. Alors Scoop, donc effectivement Wigo a lancé la seconde main et la dégriffe dans le ferroviaire, puisque on a lancé une plateforme. Alors elle était en expérimentation depuis 18 mois, mais on l'a vraiment consolidée et accélérée depuis cet été. Ça s'appelle Wigo Swap, et en fait l'idée c'est, comme les billets Wigo sont pas remboursables, ça peut créer des frustrations si finalement vous voyagez pas, et puis nous on se retrouvait avec des no-shows à bord de nos trains, ce qui est d'un point de vue on va dire modèle économique vertueux, était pas terrible. Et donc l'idée c'est de faire de l'anti-gaspi, de proposer aux gens de pouvoir remettre à disposition leurs billets sur une plateforme de revente. L'avantage c'est que c'est nous qui organisons cette revente, donc il y a un gage de confiance, on n'est pas sur un site qu'on connaît pas, où on sait pas trop ce qui va se passer après. On nettoie le billet initial d'une certaine manière, et on le réattribue à un acheteur potentiel qui est venu sur la plateforme. Le vendeur initial récupère 80% de la valeur du billet, et par contre on donne la possibilité à des gens qui sinon n'auraient pas pu voyager, notamment sur des trains Wigo très sollicités, qui sont parfois complets, de pouvoir trouver une place. Lancé cet été, là depuis quelques semaines, on a des taux de réachat de quasiment 50%. En gros, vous remettez à disposition votre billet sur la plateforme, vous avez une chance sur 2 pour qu'il soit repris par quelqu'un. C'est hallucinant. C'est vraiment une énorme accélération, donc on est très satisfait de ce service. Moi, je te propose de les rembourser à 100%, mais 100% bon d'achat dans les marques de mode. Et là, on crée un deal. Ouais, on crée un deal. Voilà. En tout cas, c'est chouette d'avoir, sur la base d'une contrainte, puisque tu crées une offre où du coup c'est non remboursable, non échangeable, et tu recrées une ligne de revenus par-dessus en prenant tes 20% de com. C'est quand même fort. Oui, mais c'est aussi de l'anti-gaspi, c'est-à-dire tu laisses pas partir le train avec 10% de no-show, et tu redonnes la possibilité à des gens qui sinon n'auraient pas voyagé d'en bénéficier, et à des gens qui pour certains n'auraient pas eu les moyens d'acheter un TGV Inouï. J'entends. Quelle est la preuve qu'à toute crise égale opportunité pour les marques dans le retail ? Je prends la crise des plateformes Chine, c'est vrai, c'est une abomination en termes d'emploi, de chômage, de produits dangereux vendus pour les consommateurs, etc. Donc il y a une menace en fait démentielle. L'opportunité que je vois, elle se voit, je pense même au salon, c'est que ça crée l'énergie du désespoir pour les marques de mode qui naturellement investissent peu en techno. On n'est pas trop technophile.
Et de ce fait, il y a peu d'investissement qui est fait au regard de d'autres sociétés comme Inditex ou autres, par exemple, qui investissent considérablement dans la techno. Et il me semble, j'ai la sensation en tout cas, que beaucoup de marques se disent « Tiens, avec l'IA, je peux y aller plus. Là, je peux y aller plus, je peux y aller. » Et donc, je crois qu'on va avoir une énergie du désespoir à réinvestir plus pour pouvoir justement être à la page versus des boîtes comme Shein qui, en effet, en termes d'innovation, sont au taquet. La génération, l'IA générative, en fait, ils le font depuis 3 ans. C'est-à-dire les photos sur le site, ça fait des années qu'ils font l'IA générative. Donc, on voit d'ailleurs la force de l'IA en fait, en Chine tout court, parce qu'ils font ça en fait, à la volée en fait, pour des milliers de produits tous les jours depuis maintenant des années. C'est dans la logistique. C'est-à-dire, si je prends les systèmes de logistique de Chine, là, on met la taxe de 2 € en France. En fait, ils balancent tout à Liège avec des camions. Tac, tac, en 3 clics, en fait, le truc est géré chez eux. C'est hallucinant compte tenu des volumes qu'ils font. Nous, quand il y a une taxe qui se met en place aux États-Unis, la Poste dit « Je suis désolé, je ne peux plus vous livrer ». Donc, il y a un retard en termes de technologie qui est très fort qu'on doit remplir. Et on l'a aussi dans la capacité de refaire du Made in France et du Made in Europe. Parce que quand Chine aussi fait des commandes, il y a dans tous les petits ateliers où les gens sont exploités en Chine, un ordinateur qui dit « Telle commande est arrivée, 100 pièces, 30 pièces, il faut le fabriquer en quelques heures, 2 jours maximum ». Et donc tout le monde doit se démerder avec du tissu qui arrive en même temps que la commande pour pouvoir fabriquer en 2 jours. Donc on a un modèle hyper lean, certes d'exploitation, mais quand même hyper lean, hyper techno, avec derrière les camions qui récupèrent les produits et qui les foutent directement dans l'avion. Eh bien, ce système, on doit le mettre en place avec tous les fabricants français, les fabricants portugais, les fabricants italiens, les fabricants ukrainiens. Et de moment où on a créé ce système où en France, on peut faire des mini-prod, des mini-séries dans du local, je vous assure en fait que les marques françaises vont beaucoup plus fabriquer en Europe parce que, oui, on fabrique au Bangladesh ou en Asie, etc., des conditions qui sont justement financièrement plus profitables. Mais quand on a un des 3 qui est bloqué comme en ce moment et que personne ne sait si on va recevoir sa cam, justement, qui part d'Inde ou que sais-je, en fait, ces prochains jours, on serait bien content en fait, de pouvoir fabriquer en Ukraine et d'avoir des camions qui simplement nous amènent le produit. Donc cette urgence justement qui est créée par Shein, à travers cette innovation, j'essaye à mon modeste niveau de pouvoir alerter les pouvoirs publics et de travailler sur les marques, sur plus d'innovation en IA, en logistique, en supply chain et ainsi de suite pour pouvoir rattraper le retard qui est mis en place par les Chinois d'une façon générale, même si j'aime pas parler d'un pays, mais il y a quand même une force d'innovation en Chine au global qui est quand même extrêmement manifeste par rapport à ce qu'on peut avoir. Très clair. Est-ce que vous avez déjà perdu des clients ou soutenu des marques qui ont perdu des clients parce qu'ils ont refusé de faire ce que d'autres marques faisaient? Alors, perdu des clients, je ne sais pas, mais en fait, ça revient à ce que je disais au début. On fait des choix de positionnement, de proposition de valeur, de marché qu'on veut adresser. Typiquement, Ouigo, on adresse un marché loisir, c'est-à-dire des gens qui vont se déplacer pour aller voir la famille, les amis, aller en vacances, aller en week-end, etc. On n'adresse pas du tout le marché des voyageurs d'affaires. Donc, on a accepté d'une certaine manière dès le début qu'on n'allait pas de manière proactive aller chercher ces clients-là qui ont besoin, comme je le disais au début, de confort, de flexibilité, et donc ils vont plus naturellement choisir TGV Inouï. Et encore une fois, c'est la simplicité de la proposition Ouigo qui fait qu'on adresse les marchés loisirs. Et il peut y avoir des demandes plus complexes ou des demandes de flexibilité beaucoup plus fortes sur d'autres cibles. On les adresse pas, on renonce d'une certaine manière à ce marché-là, mais on le fait avec plaisir parce que il y a dans la famille SNCF, il y a d'autres produits et services qui y répondent complètement. Okay. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien qu'on ait, si vous avez bien évidemment des questions, qu'on garde quelques instants pour des questions-réponses. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut créer de l'émotion sans budget? Et si oui, comment? Est-ce qu'on peut créer de l'émotion et être désirable si on n'a pas d'argent? Comment on fait? Je prends un exemple perso, sans que ça soit déplacé, mais hier, je lance un post justement pour alerter les pouvoirs publics sur Chine. Je l'ai fait, le coût de ce post, c'est exactement 600 €. Pour un truc simple, ça m'a coûté le billet d'avion pour aller à Worsklo en Pologne. Je rajoute les 100 balles quand même, j'ai oublié les 100 balles de location de voiture. Donc, je prends un billet d'avion. J'aurais voulu y aller en train, mais c'était un peu complexe, j'avoue.
Mais écologiquement, j'essaie de prendre le train. Je suis venu ici en train, hein. Même s'il était en retard, mais c'est un inouï, donc ça compte pas. Donc je reviens sur mon histoire. J'ai dépensé 600 € en avion, 100 € en location de voiture. J'y vais là-bas avec mon iPhone, je vends le truc, je vais voir le gardien, j'essaye de rentrer. Bon, évidemment, je suis pas rentré, mais j'ai fait toute ma vidéo et j'y suis allé tout seul avec un temps d'une grosse journée de travail de mon côté et puis un coût relativement faible. Hier soir, on a lancé le post avec l'équipe pendant que j'écoutais Clara Luciani. Eux, ils bossaient. Et on a lancé le post à 22h30. Là, on doit être à 800 000 personnes qui ont vu le post, à peu près. On doit être un peu plus... Enfin, j'ai pas regardé les compteurs maintenant, mais on va finir à 1,5 million à la fin de la journée, je pense, à peu près. Donc 1,5 million. Et en termes de portée d'engagement, je pense que ça doit être à moins 70 000 personnes, en fait, qui soit like, soit partagent, font des commentaires. Et j'ai déjà 2 ministres, en fait, au téléphone, et j'ai 10 radios ou télé, en fait, ces prochains jours. Donc ça m'a coûté 600 balles, en soi. Donc le coût, en fait, est ridicule en sachant bien utiliser l'algorithme et la capacité de désirabilité. Et là où rentre la désirabilité, c'est simple. J'ai cherché un truc que aucun journaliste n'avait fait. Parce que je vous avoue, aller à Vorsclos, c'est pas foufou, quoi. Voilà. C'est sympa, hein, c'est hyper sympa. Hein. Mais voilà, ça déchaîne pas les foules. Donc en y allant, je savais que j'allais être le seul à le faire. Je fais un truc avec le BHV, par exemple, je suis en train de faire un tour de tous les BHV. Parce que je sais qu'il n'y a aucun journaliste qui ira à Angers, à Limoges, à Grenoble, à Dijon et à Reims. Et donc, comme je les fais tous, en fait, je vais faire un retail tour des BHV. Bon, c'est partout dégueulasse, hein, mais donc, en envoyant 2, ça suffit, mais je vais quand même les faire tous. Et en les faisant tous, je sais que je vais montrer un truc aussi singulier. Bon, faire tout le tour des BHV, ça coûte quand même pas super cher, ça prend 4 jours à peu près, mais voilà. Et ben, c'est la capacité de faire de l'unique, du singulier. Et comme tu le dis très bien, en fait, en étant pauvre, ben en fait, on s'oblige à être en fait aussi un peu plus intelligent, en fait, en ayant en fait avec des faibles moyens, en comprenant comment les algos fonctionnent et l'être humain fonctionne. Et donc, quand je montre la Pologne, ben ça touche. Donc, c'est à ce moment-là où j'essaye de trouver de l'émotion, un faible budget, de la singularité et la gestion dans les algos pour créer la scalabilité. Et c'est ce mix entre les tout qui me donne un ratio coût versus effet, en fait, hyper intéressant. Et je le fais si on regarde tous mes posts, c'est ça. Et après, je ne vais pas tout vous raconter quand même, mais je sais que la dynamique dans laquelle je rentre risque d'avoir un effet démentiel politique d'ici un mois, si tout se passe bien, à peu près. Sur les sujets émotion et désirabilité, peut-être 2 choses en fait. On a fait une étude externe donc, qui dit que 80% des clients Ouigo considèrent qu'on contribue à leur pouvoir d'achat. On représente un bouclier tarifaire pour eux. C'est une forme d'émotion assez viscérale. Mais après, ce qu'on essaie de faire aussi côté Ouigo, c'est de faire vivre une personnalité de marque qui est, comme je le disais, dans la logique de simplicité. Et surtout faire en sorte qu'à bord, comme on a du personnel de bord et puis on transige pas sur finalement la présence à bord, la présence humaine, ça permet aussi de nourrir une relation. Alors évidemment, on peut dire personnalisée, mais surtout le style Ouigo, c'est une relation très simple, connivante, sympathique, clin d'œil, décalée et surtout authentique. C'est-à-dire, on va inciter un peu dans l'esprit des publicités que vous avez vues, on va inciter les chefs de bord à faire les annonces un peu comme ils le souhaitent. S'ils veulent faire des annonces marrantes, qu'ils fassent des annonces marrantes. S'ils veulent engager une relation un peu sympa avec les familles, les enfants, qu'ils aient des goodies pour le faire. Et voilà, donc c'est aussi ça, créer une émotion, faire en sorte qu'il se passe quelque chose à bord qui ressemble pas à ce que vous aviez l'habitude d'entendre à chaque fois, la même annonce ou le même mot prononcé par le chef de bord ou le contrôleur. Chef de bord, ce sont les contrôleurs. Mais c'est faire en sorte qu'il se passe à un moment donné quelque chose d'un peu inattendu qui fait dire ah oui, on n'est pas entre algorithme, on est entre être humain et il s'est passé un moment sympa et je me souviens de ça pendant mon voyage. Et ça, c'est une émotion qu'on peut apporter.
Très clair. Sur cette dernière slide, on a voulu vous faire un récap de finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut garder en tant que marque et qu'est-ce que Yann et Jérôme vous conseillent plutôt de mettre aux oubliettes quand on veut être une marque désirable. Maintenant, c'est moi qui ai une question pour vous. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'était clair ? Est-ce que vous avez des interrogations que vous voulez qu'on approfondisse, qu'on profite des dernières minutes qui nous restent ? Oui. Voilà, Rostin, industrie textile, on fabrique des gants de protection. Et effectivement, alors nous, c'est pas Shine et Temu, mais on voit aussi dans l'équipement de la protection individuelle, qui répond à des normes strictes en termes de normes de réglementation et de protection. On commence à voir Alibaba Express qui va proposer beaucoup de choses. Et alors, on est dans le B2B, puisqu'on s'adresse aux industries, même si on fait aussi les gants de jardinage dans les jardineries. Et je ne sais pas, c'est plus par rapport à votre combat. Plus on est ensemble, et plus ça peut m'intéresser. Et je rejoins totalement votre propos. Donc, c'était pas une question. Et puis, peut-être la question, finalement, on a parlé beaucoup de marques B2C. Comment on pourrait transposer sur du B2B ça peut être la question. Très bien. Alors, en Ukraine, ils fabriquent des uniformes. Et j'y suis allé il y a quelques jours, il y a 10 jours. Et leur pire concurrent, c'est Temu. Donc, je suis un peu... Oui, je vois la tête de Stéphanie derrière. Ouais, quand ils m'ont dit notre concurrent en fait pour fabriquer des uniformes c'est Temu, parce que Temu c'est moins cher que nous pour fabriquer ça pour les soldats. Je dis waouh, là c'est du B2B, on peut le dire. T'as cet univers qui marche relativement bien en France d'ailleurs. Donc, on voit en effet leur capacité à vendre n'importe quoi, parce que là aussi les normes ne sont pas nécessairement respectées. Et je pense que notre combat il doit se faire à 2 niveaux. La capacité à avoir des douanes vraiment fortes pour arrêter tous ces produits. Et c'est pour ça que la taxe à 2 € n'est pas payée par Chine. Parce que quand ils envoient des camions en fait, de Liège jusqu'à la France, ça leur coûte, je pense, plus que 2 €. Mais ils préfèrent ne pas payer les données à des routiers que les données en fait, à l'État français. Parce que ces 2 € vont dans les douanes. Et donc, si les douanes ont plus de thunes, évidemment, on va pouvoir arrêter plus de produits. Donc il y a une union pour dire on a l'obligation en France, en Europe, d'avoir des vraies douanes pour se protéger de ces produits. Et le deuxième, c'est un procès pour concurrence déloyale qu'on a lancé avec près de 120 marques contre essentiellement Chine, mais qu'on va, je pense, déployer sur toutes les autres plateformes. Et donc c'est là où on peut justement faire des choses ensemble, parce que j'ai l'idée en partie le truc avec les autres fédérations pour trouver ces 120 marques, mais on va faire la même par exemple sur Temu. Et donc tu vois tout ce qu'on peut trouver, et sur AliExpress et sur TikTok Shop aussi, j'ai allé saluer tout à l'heure. Et de ça, si on gagne ces procès, en fait on crée des jurisprudences qui vont aussi les obliger à rentrer dans les normes. Et la démonstration très factuelle, c'est sur la marketplace de Chine, il y avait quand même des poupées pédocriminelles, des armes ou des médicaments il y a encore quelques mois. Il n'y a plus en ce moment. Et quand les mecs disent on n'a pas fait attention, c'est pas de notre faute, bien sûr qu'ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. Mais en lançant ces procès avec la demande de suspension de la part de Papin sur ces produits, ils ont arrêté de vendre tout ça. Et de ce fait, Chine fait moins 45% sur les derniers mois, en fait, du mois de février. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on peut, avec des procès, on peut, avec des douanes, y compris arrêter des produits qui sont moins médiatiques comme les tiens, mais qui sont tout aussi essentiels, évidemment, pour nos écosystèmes. Donc, donne-moi tes coordonnées et on verra par la suite justement ce qu'on peut faire. Mais je trouve ça hyper intéressant, mais c'est assez long-termiste quand même, tu vois, c'est moyen à long terme. Et quand vous êtes là aujourd'hui, vous attendez aussi de revenir auprès de votre comité de direction avec des solutions à court terme. Comment demain je vais gagner plus de thunes? Oui, mais il faut prendre la force justement de l'État chinois et des entreprises chinoises qui ont une vision long-termiste. Donc c'est à nous aussi d'être bons comme eux dans l'innovation à court terme et de savoir justement aller plus loin et d'avoir une vision, ne serait-ce que de souveraineté européenne, plus forte et long-termiste.
et on le voit, les divisions dans l'Europe en fait sont quand même très fortes. Bien, je pense que la future élection présidentielle va se jouer en partie sur justement les divisions vis-à-vis de l'Europe. Eh bien, je crois que en étant cohérent au niveau de l'Europe et en étant plus fort au niveau de l'Europe dans une vision long-termiste, on arrivera de ce fait à vendre des produits de meilleure qualité à nos clients avec plus de pouvoir d'achat, avec plus d'emplois et avec, à la fin, une qualité de vie quand même en Europe qui est extraordinaire et qu'on doit forcément conserver. C'est clair pour vous? Tout est OK? Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous deux pour ce moment.